Du coup, on continue cette journée avec la prochaine table ronde autour de la marque employeur. D'abord, je vais peut-être vous laisser vous présenter, peut-être en commençant par toi, Marion. Alors bonjour à tous et toutes. Donc, moi, c'est Marion Chamolet, chargée de mission RH chez IDEX. Bonjour à tous, Alexandre Gauthier, directeur national BTP et nucléaire pour à nouveau Adecco. Je suis désolé. Je citerai peut-être quelques-uns de mes concurrents, Fabrice, pour changer un peu, mais voilà, enchanté. Bonjour à tous, Pierre Péter, moi je suis directeur du développement RH dans un groupe industriel familial qui s'appelle Gérard Perrier Industrie, qui est dans l'électricité et les automatismes pour nos clients industriels. Merci. Du coup, on va commencer. Je vous fais rapidement un petit tour de contexte pour vous expliquer pourquoi on a fait cette table ronde. L'idée, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on est passé d'un marché du travail qui était historiquement plutôt stable. On faisait 1-2 emplois au cours de sa vie, à un modèle qui l'est beaucoup moins. Les personnes changent de manière beaucoup plus régulière de travail. On a même entendu parler à un moment donné, au temps du Covid, de grandes démissions, où on a eu des cohortes de personnes qui voulaient peut-être partir, se mettre à son compte, changer de vie. On a aussi d'un côté des candidats qui sont beaucoup plus exigeants sur leur employeur, sur ce qu'ils en attendent. On a aussi des entreprises qui, du coup, pour des raisons de rationalité économique, sont aussi exigeants vers leurs candidats. Et le dernier sujet, c'est forcément des compétences qui doivent être évoluées en permanence. Et donc, ça pose deux problèmes. C'est un, il faut attirer des personnes, et ça, c'est de plus en plus compliqué. Et deux, il faut les fidéliser. Ça l'est aussi d'autant plus. Et donc, on a ce sujet de marque employeur qui est un peu... qui a émergé de manière très forte au cours des, on va dire 5-10 dernières années. Donc c'est un mot un peu fourre-tout, et donc du coup, on trouvait ça déjà intéressant de commencer par vous demander qu'est-ce que vous mettez par marque employeur, quels sont vos enjeux, comment vous voyez le sujet. Donc voilà. Du coup, derrière la marque, le mot marque employeur, c'est vrai que c'est un mot qui est assez large. Et je pense que chaque entreprise a une définition qui peut être différente. De notre côté, chez IDEX, côté marque employeur, on va mettre vraiment, il y a la partie interne, externe, bien évidemment. Donc c'est comment en fait on représente l'entreprise auprès des candidats, des recrues potentiels, des collaborateurs aussi en interne. Donc il y a à la fois, ça englobe en fait l'expérience candidat jusqu'à l'expérience du coup collaborateur, et même en incluant la sortie aussi également dedans. Donc derrière, ça va être toutes les actions qu'on va pouvoir mettre en place, donc de communication, d'intégration, de fidélisation, qui peuvent définir la marque employeur. J'enchaîne. Je voulais le faire un peu sous forme d'humour. Cette notion de marque employeur, effectivement, c'est un joli fourre-tout, Arnaud. Quand on dit ça, on ne sait pas trop ce que ça cache. J'ai envie de vous poser la question, est-ce que le secteur du travail temporaire est attractif ? Est-ce que les métiers du BTP sont attractifs ? Est-ce que quand on évolue comme nous dans un environnement où il y a environ 13 000 agences d'emploi en France, on a un gros sujet effectivement dans cet écosystème de se dire comment on attire et comment on se différencie. Donc oui, à tous les étages de la fusée, dans l'environnement dans lequel j'évolue, j'ai un gros sujet d'attractivité et de différenciation, interne comme externe, puisque quand on ouvre un poste chez Adecco sur un poste de responsable de recrutement, par exemple dans le BTP, il n'y a pas grand monde qui se présente à la porte en fait. Et donc c'est assez fou d'ailleurs, puisque j'ai peu de gens qui postulent sur ce type de poste. Par contre, quand on rencontre les gens qui ont osé aller dans le monde du BTP, alors là, ils ne veulent plus en sortir. C'est un métier, j'ai envie d'utiliser une expression un peu triviale, mais c'est assez kiffant. C'est-à-dire que l'environnement et le secteur du BTP est passionnant. Et il est, je pense, en lien avec notre thème du jour, ultra adapté au public éloigné de l'emploi, ultra adapté aux gens qui sont, effectivement, qui ont des parcours de vie un peu différents, ultra adapté à des gens qui ont des niveaux de qualification assez faibles. Et c'est vrai qu'on s'éclate bien dans cet environnement parce que il nous permet de mettre le pied à l'étrier à de nombreuses personnes. Et le BTP s'y prête vraiment particulièrement bien. On verra que le nucléaire aussi peut aussi être une belle rampe de lancement de ce point de vue-là. C'est vrai que c'est un vaste sujet, cette question de la marque employeur. Surtout dans un groupe industriel, dans le BTP, c'est vrai des univers qui, par nature, ne sont pas forcément hyper attractifs et souvent méconnus. Nous,
La période du Covid a fait pas mal bouger les lignes. T'en parlais tout à l'heure. C'est vrai que pour nous, ça a été une réalité. On faisait déjà pas mal de choses, mais ça a permis de pouvoir décloisonner certaines situations, notamment sur les aspects un peu sociaux, des pratiques un peu anciennes du monde de l'industrie qu'il a fallu bousculer pour se mettre à niveau. La marque employeur, aujourd'hui, c'est pour moi surtout effectivement valoriser, parler de nos métiers, les valoriser. Et à une époque où il faut aller vers les gens. Il y a 20 ans, il y a 15 ans, voilà, on diffusait une offre, il y avait énormément de gens qui cherchaient, les gens venaient à nous. Là, on change, on inverse, on doit aller vers les gens, on doit parler du métier, ça c'est une certitude, surtout sur des métiers méconnus, et puis on doit s'efforcer de valoriser ce que va offrir l'entreprise. Il y a le contenu, il y a le job, et c'est vrai que bon, d'un point de vue RH, il y a aussi j'avais parlé de qualité de vie au travail, c'est un sujet en soi, mais avant ça déjà, c'est qu'est-ce qu'on offre, quels sont les avantages, etc. Même si ça, aujourd'hui, maintenant tout le monde le fait. Tout le monde met ça en avant et c'est bien normal. Donc ça devient un standard et c'est vrai qu'il faut déjà réussir à se mettre à ce standard en termes de communication sur les éléments, on va dire, fondamentaux. Après, sur la valorisation des métiers, on a beaucoup travaillé, nous, dans nos filiales, sur la valorisation de ces métiers, sur les différentes échelles hiérarchiques, de l'électricien, en passant par le chef de chantier, en passant par le chargé d'affaires, en passant par les personnes au bureau d'études. On a effectué beaucoup de témoignages de collaborateurs, vidéos, etc., pour réussir à illustrer par des personnes qui vivent ces métiers ce que c'est, ce que ça implique et quelles opportunités après ça offre aussi ces métiers dans nos filiales, dans nos groupes, puisqu'on a des parcours de promotion, etc. etc. Merci. Lorsqu'on avait préparé cette conférence, on avait un premier sujet. Je pense qu'on a tous un peu l'image de l'entreprise qui met sur son site ses valeurs, un peu sa marque employeur et qui derrière l'incarne pas forcément dans la réalité. Je pense que c'était un sujet qu'on voulait aborder avec comment aujourd'hui vous faites, donc par exemple pour toi Pierre, comment aujourd'hui vous faites en interne pour faire en sorte que ce qui est promis est délivré et comment on incarne vraiment la promesse et qu'on la délivre. Alors, vrai sujet aussi, pour éviter de faire une com RH un peu bullshit. Une fois que c'est vendu, quelque part, il faut que la réalité suive en entreprise. Nous, on insiste beaucoup donc, sur la formation des collaborateurs, sur notre système de promotion interne. Donc aujourd'hui, c'est un axe qu'on a clairement investi, clairement développé, en créant nos propres centres de formation internes. On en a 2 aujourd'hui, un dédié à nos filiales qui sont sur les activités du nucléaire et un sur les métiers du génie électrique dans l'industrie conventionnelle. Donc on en parlait un petit peu tout à l'heure lors de la première conférence. Aujourd'hui, alors on recrute sur le marché du travail de manière classique, des personnes expérimentées vont très bien, mais ça suffit plus par rapport à ce marché en tension. Aujourd'hui, on propose certes un job, mais avant tout un parcours d'intégration à nos métiers, c'est-à-dire une formation à nos besoins spécifiques, une formation sur mesure qu'on a travaillé avec nos directeurs d'activité, parce que l'objectif, c'est pas de faire une formation qu'on va trouver auprès des lycées, auprès des CFA, etc. Enfin, ça, on le fait déjà, on prend déjà pas mal de jeunes là-dessus, mais ce n'est plus suffisant. L'objectif, c'est d'être vraiment sur les spécificités techniques de nos métiers et comment nos métiers se réalisent dans notre entreprise. Donc, cahier des charges de la part de nos directeurs d'exploitation sur ces besoins-là. Également dans les modalités de fonctionnement, s'adapter aux besoins de l'exploitation.
Ça aussi, c'est une valeur ajoutée qu'on ne va pas forcément avoir quand on a des jeunes en BTS électrotech, en alternance, parce que le planning est rythmé et défini dès le début de l'année. Là, on va pouvoir construire ça en fonction des besoins de l'exploitation. On sait qu'on a des périodes hautes, des périodes basses. Les périodes hautes, on va s'efforcer de mettre ces personnes-là sur le terrain au sein des équipes. Et donc, on va essayer de capter, d'identifier des profils, alors ça aussi c'est un vrai sujet, que l'on va intégrer dans ces parcours-là, qu'on va recruter, soit en CDI directement, soit avec des acteurs du monde de l'intérim. Et on va les garder pendant un peu plus de 6 mois dans ce parcours-là de formation. Donc, et quelque part, psychologiquement, c'est quand même différent dans ce qu'on leur propose, c'est-à-dire qu'on ne leur propose pas une formation. On leur propose d'abord un job, et dans le cadre de ce job, un parcours qui comprend de la formation. Donc, l'approche est un peu différente. On essaye en soi que ce soit un peu plus attractif, parce qu'il y en a qui en ont marre quelque part de la formation, qui veulent vraiment d'abord bosser. Mais les deux ne sont pas opposés, ils sont pour moi clairement complémentaires. Et voilà, donc adapté aux spécificités techniques de nos métiers, adapté aux besoins de l'exploitation, et voilà, de manière alternée pendant 6 mois, et ensuite on les embauche. Si l'un ou deux veut réagir sur cette notion d'aligner vraiment promesse et réalité, comment concrètement on le fait au sein d'une entreprise ou d'une filière? Si, je peux évidemment continuer sur cette promesse de valeur. La promesse, elle est intimement liée, en tout cas dans l'environnement du travail temporaire, à mon sens, à la notion de spécialisation. On est bon quand on est spécialiste. On est nettement moins bon quand on n'est pas spécialiste. Donc ça, c'est dans l'écosystème travail temporaire, c'est vraiment fondamental. J'ai la chance d'être attaché à notre PDG. Et quand j'ai pris mon job il y a 2 ans, dans mon rapport d'étonnement, je me suis tout de suite dit, il y a un truc qui cloche là, c'est que si je veux être bon vis-à-vis de mes candidats, si je veux être bon vis-à-vis de mes clients ou de mes prospects, c'était une évidence, il fallait que je sois un spécialiste. Et là, la promesse, elle est sous-tendue par cette spécialisation. Si je suis spécialiste, alors je peux commencer à faire des promesses à mes candidats et à mes clients, parce que je sais ce qu'est un maçon coffreur bancheur, et si on me rajoute boiseur au bout, je ne me cache pas sur un trou de souris en me disant qu'est-ce que ça veut dire ce bout de boiseur qui vient de se rajouter à la fin là. Donc c'est dans la promesse, en tous les cas, il faut qu'on soit bon et qu'on soit spécialiste. Ça, c'est le premier point. Après, effectivement, le cœur du réacteur pour Adecco, c'est évidemment la notion de fidélisation du collaborateur intérimaire. Enfin, on parle de taux d'employabilité, nous, c'est le cœur du sujet. C'est-à-dire qu'un intérimaire, le but, c'est qu'il reste avec nous. Par définition, il est assez volatile. Nous nous battons au quotidien pour garder ce taux d'employabilité au maximum, toujours lui trouver un job pour demain, pour lundi, pour allonger ses durées de mission. Et donc, on est bien dans la thématique du jour. Peut-être pour illustrer, j'étais à Dieppe hier. Il ne faisait pas ce temps-là à Dieppe. Et j'étais sur le fameux site EPR2, le premier site en construction EPR2 français, nos nouvelles centrales, nouvelle génération votées par Emmanuel Macron et par son équipe. Donc on a la chance d'en avoir 6 qui ont déjà été tamponnés. Et bon, c'est un client qui s'appelle FH, je ne vais pas forcément le cacher, mais qui est sur un sujet, aujourd'hui on n'en est que sur du terrassement, hein. On est loin d'avoir encore de l'électricité qui sera produite à Dieppe, on va encore attendre un certain temps. Mais là, effectivement, face à un chantier de cette ampleur, nos clients nous ont challengés en nous disant, voilà, création de compétences, quelles compétences? Et aussi, je le redis, et c'est inhérent au monde du BTP, c'est ça qui est plutôt sympa, c'est que les gens éloignés de l'emploi sont dans ce microcosme également, soit d'une manière un peu réglementaire, puisque certains d'entre vous doivent bien connaître les clauses sociales, donc ça tombe un peu d'une manière... c'est une obligation pour le client d'utiliser des candidats qui viennent soit de Pôle emploi, soit de France Travail, pardon, soit des missions locales, mais qui ont effectivement un parcours qui fait qu'on va les faire passer par un parcours insertion. Et là, je vous donne un exemple, j'étais assez bluffé. On a quand même, via la filiale Humando dont parlait Fabrice tout à l'heure, là, qui s'occupe de toute la partie insertion, on a 25 personnes qui relèvent du RSA, qui travaillent en ce moment sur ce chantier depuis 1 an. Qui ont été formés à ce qu'on appelle des hommes trafic. Alors, ça peut être des femmes ou des hommes, mais ça s'appelle une formation d'hommes trafic. On a trouvé la manière de les faire de s'insérer dans l'emploi sur une formation
Et aujourd'hui, on a 25 personnes et il y a même 50 personnes qui relèvent de l'insertion à date sur ce chantier. Il y a 200 personnes sur ce chantier. Voilà, d'un point de vue pratique, c'est juste magique, quoi. C'est-à-dire qu'on arrive à tirer, à former, et derrière, il y a quand même une promesse d'embauche pour de longues années. Voilà, peut-être, je fais peut-être un peu long, mais voilà. Merci. Et du coup, ça nous amène vers le deuxième thème. C'était souvent quand on parle de marque employeur, on a l'impression que c'est essentiellement la communication externe. Tu en as parlé, Pierre. Du coup, il y a un vrai enjeu sur la communication interne et je pense que ça peut être intéressant de comprendre, par exemple, notamment chez IDEX, qu'est-ce qui est fait pour qu'en interne, les collaborateurs s'approprient parfaitement la marque employeur, ce qui est essentiel après dans l'intégration des personnes qui rejoignent l'entreprise. Alors, je ne l'ai pas précisé au départ, mais nous, chez IDEX, on est principalement sur des métiers de technicien de maintenance CVC, qui est assez très pénurique, même avec une forte concurrence. Donc l'idée, c'est aussi justement de pouvoir permettre à nos collaborateurs en interne de s'approprier la marque employeur, ce qui va permettre de les fidéliser davantage et de garantir un meilleur taux de rétention. Donc pour ça, on met plusieurs actions en place. Déjà, on s'est réorganisé au niveau du service RH pour permettre en fait d'avoir une proximité agence. Voilà, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a 7 agences et en fait, on gère chacune plusieurs agences. On se rend régulièrement sur place côté RH pour pouvoir aussi être au plus près en fait de la réalité terrain. Donc ça, c'est quelque chose qui est très apprécié, que ça soit des managers ou des opérationnels. On met aussi en place des points d'intégration à M+1. Voilà, l'idée étant justement, on parlait beaucoup de promesses avant aussi, l'idée étant de pouvoir réajuster aux besoins avec le collaborateur ou le manager pour s'assurer que justement les promesses qui ont été vendues lors des premiers entretiens soient tenues en fait une fois que le collaborateur est intégré chez IDEX. Donc on va mettre cette partie-là en place. On a aussi tout l'aspect cooptation. On met l'accent sur la cooptation pour permettre justement d'avoir un vivier de recrutement en interne. Ça, c'est quelque chose qui est très apprécié par nos collaborateurs aussi, puisque du coup, eux, en contrepartie, peuvent avoir une rémunération, enfin une prime liée à cette cooptation. Et nous, c'est aujourd'hui notre deuxième source de recrutement chez IDEX. Voilà, donc c'est quelque chose qui est très important. On a aussi en place, on travaille beaucoup avec Job IRL, donc qui mettent en place beaucoup d'actions, notamment pour les jeunes et justement pour faire découvrir nos métiers auprès des collégiens, des lycéens. Donc on fait beaucoup d'interventions et en fait on va valoriser nos collaborateurs puisqu'on fait des interventions RH et opérationnelles. Donc ils viennent beaucoup avec nous, ils sont beaucoup sollicités, que ce soit sur des forums, des salons, des événements avec Job IRL, donc on s'engage à en faire 3 par an sur chaque plaque géographique. Et donc c'est un exercice qu'ils aiment beaucoup parce que du coup ils sont mis en valeur, ils mettent en valeur leur métier auprès des jeunes. Et nous derrière, ça nous permet aussi de pouvoir activer sur des sources, sur le recrutement de stagiaires, d'alternants qui aujourd'hui est une grosse source aussi, un gros vivier de recrutement chez IDEX. Donc voilà, chez nous, on a un objectif de 8% d'alternants dans les effectifs. Donc aujourd'hui, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, on est à 10%, ce qui correspond à 60 alternants en permanence. Et derrière, on a un taux de rétention, un objectif de taux de rétention de 50% qu'on dépasse. Aujourd'hui, on est plutôt proche des 60% du taux de rétention et l'idée, c'est bien sûr de continuer de développer cet axe-là. Et donc, on passe aussi notamment par le tutorat qui met en valeur nos collaborateurs. Tous nos tuteurs sont formés, donc 100% des tuteurs sont formés à l'accompagnement d'un alternant. Et pour eux, c'est quelque chose de valorisant et ça leur permet aussi de retranscrire en fait leurs connaissances, leur savoir-faire. Et c'est sur ces actions-là qu'on va pouvoir du coup permettre de mettre en avant notre culture d'entreprise. Je ne sais pas si l'un de vous deux voulait réagir à ça et peut-être aussi expliquer comment est-ce que vous avez rencontré aussi des résistances en interne
pour former les personnes, pour les acculturer vraiment à cette marque employeur, et comment peut-être aussi vous les avez levés. Voilà, je vous laisse peut-être réagir. Alors, résistance, non, parce que en fait, nous, comment dire, nous sommes par définition en permanence sur de la formation. C'est un standard chez nous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de question à se poser en fait. Hein. C'est créer la compétence quand on est dans l'environnement dans lequel nous sommes, et particulièrement dans le BTP où M. Sanfilippo le rappelait, mais il y a encore des besoins astronomiques malgré le contexte global, malgré un marché qui est légèrement en recul en France sur le BTP. Il y a quand même des besoins en compétences très très forts. Donc pour nous, c'est une fusée permanente. Hein. C'est-à-dire que notre problème à nous, c'est les moyens. C'est-à-dire qu'en général, on a, d'ailleurs à cette période-là de l'année particulièrement, on se retrouve un peu à sec sur nos budgets formation, mais nos clients attendent que ça, qu'on continue à former et à créer de la compétence. Donc c'est évidemment une des grandes réponses du travail temporaire face à la pénurie de compétences, et ça fonctionne extrêmement bien. On s'est beaucoup professionnalisé sur le sujet sur les 20 dernières années. J'étais dans ma jeune carrière, on est ingénieur formation chez Adecco. Donc le travail temporaire bénéficie de voitures que vous connaissez peut-être, des contrats de pro intérimaires, ça a des noms un peu barbares, hein, contrat d'insertion professionnelle intérimaire, contrat de développement professionnel intérimaire. En tout cas, c'est une profession qui a développé beaucoup d'outils pour former ces intérimaires, puisque c'est une petite subtilité, mais évidemment, nos budgets sont assis sur notre masse salariale et nos intérimaires font partie de notre masse salariale. Donc, nous avons des moyens colossaux, et c'est tant mieux, il faut l'assumer. Mais on a beau avoir des moyens assez colossaux, notre problème à nous, c'est qu'il nous manque finalement à chaque fois des fonds formation in fine, parce que l'attente de nos candidats et de nos clients est inépuisable sur le sujet, quoi. Donc, non, des freins, nous n'en avons pas, sauf à dire peut-être la logique un peu pécuniaire parfois, mais on est à fond sur le sujet-là en permanence, quoi, parce qu'aujourd'hui, on s'est aussi professionnalisé. On parlait tout à l'heure de ce taux de sortie positive dans le cadre de l'insertion. Fut une époque peut-être où on acceptait que quand on formait 12 alternants, j'en avais 8 qui avaient disparu au bout de 2 mois, et 2 qui abandonnaient au bout de 6 mois, et il m'en restait 2 à la fin. Aujourd'hui, on n'est plus du tout sur ça. On arrive à avoir des taux de l'ordre de 75% à 80% de nos collaborateurs qui sont en contrat de pro, qui finissent bien leur contrat de pro et qui sont même embauchés in fine chez nos clients. Voilà. Donc pas de frein réellement sur le sujet. Pas de frein chez nous non plus en interne. Le seul frein, c'est le temps. C'est-à-dire que dans le monde de l'industrie, en général, tout est bien optimisé. On n'a pas 50 ressources support. On n'a pas donc c'est le temps qui va être le frein principal pour pouvoir justement investir ces sujets, puisque c'est des sujets qui demandent du temps. Mais la plupart du temps, justement, quand on va dans les filiales, quand on propose à nos directeurs de travailler là-dessus, ils sont toujours très, très moteurs. Et quand on se tourne ensuite vers les salariés pour justement être des ambassadeurs, pour mettre en avant leur savoir-faire, etc., et valoriser l'entreprise, ils sont toujours tous très, très moteurs là-dedans. Donc le frein principal pour nous, c'est plutôt la mise en œuvre et le temps que ça va nécessiter, mais on le prend, et il y a une certaine inertie, mais on en voit quand même des retours positifs. C'est jamais suffisant, de toute façon, c'est jamais suffisant, donc il faut en permanence se réinventer et essayer d'optimiser peut-être ce qui est déjà fait en matière de marque employeur et sur ces sujets pour qu'ils soient les plus efficients possibles, qu'ils soient les plus, j'allais dire rentables, le mot est pas très joli, mais il y a toujours ce côté-là, je vais investir du temps, de l'argent, et derrière, qu'est-ce que ça va venir rapporter, quels vont être les bénéfices pour l'entreprise, pour l'activité, et de fait aussi les salariés. Nous, on va plutôt chercher à parfois un peu ralentir l'exploitation sur ces aspects-là, parce que pour le coup, ils sont extrêmement demandeurs, ça part un peu dans tous les sens, donc il va falloir faire ce travail de canalisation, de recenser un petit peu les différents axes prioritaires, ceux qui seront les plus bénéfiques pour le plus grand nombre, afin de les investir. Et chez nous, c'est vrai que c'est encore une fois la formation qui va être cet axe prioritaire.
Et donc, par exemple, sur la formation, un collaborateur qui va être formé sur ces sujets-là, il va y passer, je ne sais pas combien de temps, est-ce qu'il y a des parcours dédiés en interne, comment ça se présente? Alors on a construit, on va dire, l'offre formation interne sur 2 axes. Le premier que j'avais un petit peu évoqué, c'est cette création de parcours, parce qu'on a besoin de recruter. Donc on recrute sur le marché de l'emploi, on débauche. Voilà, mais tout le monde le fait, et aujourd'hui ça ne suffit pas. Donc comment avoir plus de ressources? L'alternance est un moyen, prendre des stagiaires est un moyen. On les a déjà investis, mais ça suffit toujours pas. Alors on essaye de travailler à optimiser sur nos taux de succès, parce que c'est quand même aussi clairement l'enjeu. Mais voilà, donc cet axe de créer de la ressource en allant chercher des personnes qui se sont peut-être, qui au départ avaient peut-être une formation dans l'électricité, mais la vie a fait qu'ils n'ont pas pu en faire leur métier et qui souhaitent y revenir. Donc on leur propose ça, ou des gens qui vont être en reconversion et qui vont avoir une appétence pour les métiers un peu techniques, un peu manuels. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, on en parle depuis tout à l'heure, c'était effectivement c'est du fait de ces tensions sur le marché de l'emploi. Ces dernières années, si on voulait continuer de recruter malgré tout sur le marché de l'emploi, on a dû dégrader un petit peu nos critères de recrutement en termes d'exigence au sujet de la compétence sur nos métiers. Pas le choix. Donc on a recruté avec un peu moins de compétences. Par contre, la réponse derrière à apporter, c'est comment effectivement venir compenser ces niveaux de compétences qui ne sont pas suffisants par rapport à nos besoins. Et là, la formation est aussi un moyen pour nous de venir rééquilibrer, réajuster, développer les compétences de ces personnes qu'on a pu embaucher ces dernières années. Évidemment, développer les compétences de nos salariés historiques. Et donc pour ça, on a procédé de la même manière, c'est-à-dire on a construit une offre de formation. On allait voir nos exploitants, quels sont vos besoins techniques, quels sont les sujets sur lesquels vous sentez que les équipes ne sont pas forcément suffisamment aguerries. Et donc on a pris les cahiers des charges sur ces différents sujets techniques, que ce soit l'électricité, le montage câblage, l'instrumentation, la détection incendie, la haute tension, enfin bref, tous nos sujets, et développer des modules. Alors plutôt courts cette fois-ci, c'est des modules qui vont être allés sur 5 jours, quitte à scinder et faire des différents niveaux dans ces formations-là. Mais là, du coup, voilà, on va être sur le versant de la formation et développement des compétences du collaborateur, du salarié cette fois-ci. Voilà. Donc ça marche plutôt pas mal. On a en 2 ans développé une trentaine de modules pour répondre à ces besoins-là. Et aujourd'hui, alors on n'a pas encore atteint un rythme de croisière dans notre activité de formation interne, mais aujourd'hui, en termes de nombre d'heures, on a à peu près autant d'heures de formation pour nos salariés que d'heures de formation pour créer de nouvelles ressources. Voilà. Donc on est plutôt satisfait pour l'instant, et on va continuer effectivement à investir cette voie-là. Merci. Après, peut-être passons à la partie plutôt externe du coup qui intéresse. Et je pense que là, le vrai sujet, c'est ce dont tu as parlé tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, on a un standard qui a monté et qu'il faut se démarquer. La question, c'est du coup, comment vous faites pour vous démarquer vis-à-vis des concurrents, vis-à-vis des standards de marché sur votre activité, sur votre marque employeur? Alors nous, pour se démarquer, donc comme vous tous ici, je pense, on est sur des métiers très pénuriques avec beaucoup de concurrence. Nous, on est sur une grosse plaque géographique, donc on est présent vraiment sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. L'idée déjà, c'est de pouvoir proposer aussi en externe une marque employeur qui va être, j'ai perdu mon mot, mais en fait on va cibler localement, du coup on va mettre des actions locales en place en fonction des territoires, parce qu'on ne va pas recruter de la même manière et on ne va pas s'adresser au même type de personnes, que ça soit sur Lyon ou en Tarentaise. Donc on va mettre en place des actions ciblées, par exemple en développement des partenariats avec des écoles ou des acteurs locaux,
Sur la Tarentaise, on avait pu mettre en place, chose qu'on ne ferait pas à Lyon, mais on avait mis en place en fait sur les stations essence une affiche publicitaire, donc en disant voilà, IDEX recrute, et c'est quelque chose qui marche beaucoup là-bas, mais qui ne marcherait pas du tout à Lyon. Donc en mettant en place déjà des actions locales, ce qui permet de nous démarquer. Et voilà, on ne peut pas agir de la même manière, chaque territoire est différent. Et chaque du coup, population qu'on va venir recruter sur ces territoires-là seront aussi différentes. On met aussi en place, alors nous on travaille beaucoup auprès de la jeunesse, c'est vraiment c'est quelque chose qui s'est développé ces dernières années. On a une marque employeur aussi qui est, une charte graphique qui est très jeune justement pour attirer du coup ces jeunes-là vers nos métiers, leur faire découvrir en fait voilà qu'est-ce que les métiers de l'énergie, à quoi ça correspond concrètement, pourquoi c'est des métiers d'avenir. Comme j'ai pu le dire juste avant, on fait beaucoup de présentations dans des collèges, dans des lycées, avec des organismes type Job IRL. On fait également ce qu'on appelle chez nous du coup le IDEX School Tour. En fait, on a un bus qui sillonne, qui est floqué du coup aux couleurs d'IDEX, qui sillonne la France et qui vient du coup dans des événements type la caravane des métiers, sur nos lycées, sur nos écoles ou les organismes de formation partenaires. Et l'idée, ça va être en fait en interne, du coup, dans ce bus-là, de venir recruter nos futurs alternants, nos futurs stagiaires, de venir présenter nos métiers aussi. Du coup, à des populations. Alors, je parle de populations jeunes, mais il y a également tout le public en reconversion professionnelle qui est une grosse source aussi de recrutement chez nous. Donc, on a tout cet aspect-là et on déploie aussi ce bus pour de la formation. Voilà, donc on forme directement. Donc là, on est plutôt sur de l'interne. On va former nos collaborateurs dans ce bus qui est aménagé, donc avec des outils leur permettant de renouveler par exemple des habilitations, ce genre de choses. Donc sur l'aspect externe, on va avoir vraiment toute cette partie-là. On fait la même chose sur des collèges. Donc en fait, on banalise chaque année une semaine où sur toutes nos directions régionales, on va dans les collèges sur des zones où on peine à recruter. Donc bien sûr, ça ne sera pas des recrutements qui se feront dans les prochaines années. C'est plutôt sur du moyen, voire long terme. Mais en fait, nous, on axe vraiment cet aspect-là sur la jeunesse parce qu'on se dit, la problématique aujourd'hui, on peine à recruter et on est obligé aussi de débaucher du coup chez nos concurrents parce qu'il n'y a pas assez de personnes qui sont formées à nos métiers. Et c'est des métiers qui ont été pendant longtemps dénigrés. Donc on parlait de revalorisation et de valorisation. Donc l'idée va être aussi de mettre en avant nos métiers auprès de la jeunesse et d'expliquer en fait que c'est pas du tout des métiers qui sont dégradants et au contraire c'est des métiers d'avenir, c'est des métiers porteurs et dans lesquels en fait on trouvera toujours, on aura toujours du travail et des perspectives d'évolution. Peut-être sur le nucléaire, puisque je pense que c'est typiquement un secteur où faut se démarquer, il faut attirer, et du coup, sans se brûler, exactement. Voilà, partage de bonnes pratiques, je pense que ça va être sur un secteur aussi compliqué et aussi Alors effectivement, peu visible. Quand on se lance dans le nucléaire, on se dit waouh, ça a l'air compliqué cette histoire. En fait, c'est compliqué et pas à la fois. Encore une fois, je redisais tout à l'heure la notion de spécialisation, mais ce qui sous-tend toujours tout, c'est ça, c'est que une fois que je mets les mains dedans et que je soulève le capot, je regarde ce qui se passe dans un CNPE, dans une centrale. Et finalement, on comprend assez vite ce qui s'y passe. Une centrale nucléaire, c'est comme une île. J'ai vécu sur l'île de la Réunion à une époque dans ma vie, et en fait, c'est vraiment un comportement îlien, c'est-à-dire que tout le monde se connaît. Tout le monde est sympa les uns avec les autres. Il y a quand même un respect. On se dit bonjour, on se sourit. Il y a quelque chose de fermé comme ça, d'assez clos. Et finalement, c'est assez sympa cet environnement. Mais la question qui se pose tout de suite derrière, c'est effectivement comment je me différencie de mes concurrents, comme toujours, et comment j'arrive à ce que finalement, ce soit peut-être Adecco qui arrive à pourvoir des échafaudeurs calorifugeurs, des gens qui montent des échafaudages, parce que dans une centrale nucléaire, il y a une foultitude
d'échafaudage. C'est assez impressionnant. Rien ne se passe sans un échafaudage dans une centrale nucléaire. Et donc, évidemment, la question, c'est comment je me différencie dans cet environnement qui est ultra réglementé, avec un très gros donneur d'ordre qui s'appelle EDF, évidemment, qui est un client très atypique et singulier dans sa manière de fonctionner. Et il y a évidemment tout ce qui gravite autour, de ce client. Et le nucléaire a quelque chose d'assez incroyable, c'est qu'il est complètement antinomique par rapport au travail temporaire d'une manière classique. C'est la première fois de ma vie où quelqu'un me dit je vais te dire mes besoins 5 mois à l'avance. Waouh! D'habitude, on me le dit toujours la veille pour le lendemain, voire c'est un peu pire que ça. Mais là, c'est vrai que quand on est quelqu'un issu du monde du travail temporaire, ça déroute un peu. C'est-à-dire qu'en fait, on a le nucléaire est quelque chose de très orchestré et on sait à l'avance les besoins de nos clients, voire de nos prospects. Et ils nous les donnent aisément, puisqu'ils savent, en fonction des arrêts de tranche. Alors là, ça devient un peu technique, mais une tranche, c'est un réacteur, en fait. Et dès qu'on fait de la maintenance sur un réacteur, on parle d'un arrêt de tranche. Et il y a différents types d'arrêts de tranche. Il y en a des courtes, des moyennes et des longues en France. Et ce sont sur ces fameux arrêts de réacteurs, là, c'est là où, d'un seul coup, il y a des besoins volumiques d'intérimaires divers et variés, évidemment, pour la maintenance de nos centrales. Et donc, c'est là où on doit travailler par anticipation les besoins qui nous ont été émis. Et on a un gros sujet formation derrière, puisque le nucléaire embarque beaucoup de ce qu'on appelle du réglementaire. Il y a beaucoup d'habilitations réglementaires pour pouvoir évoluer dans une centrale nucléaire, sans aller même dans l'image d'Épinal, d'aller en zone contrôlée ou en zone radioactive. Même ne serait-ce que pour passer le premier portillon d'une centrale nucléaire, il y a déjà un certain nombre d'habilitations sécurité à avoir obtenues. Mais c'est un environnement... c'est assez passionnant, puisqu'encore une fois, on a le temps de travailler dans la durée. C'est là où c'est bien agréable. Et là aussi, on peut faire des choses assez incroyables aussi sur des publics éloignés de l'emploi, puisque avec le directeur général du Mando, là, on est en train d'ouvrir 2 ETTI sur Cherbourg et sur Dieppe. Ce sera les premières entreprises travail temporaire d'insertion certifiées CEFRI. Il y a une certification spécifique dans le nucléaire qui s'appelle la certification CEFRI. Et ce sera la première fois que des entreprises d'insertion soient certifiées CEFRI pour qu'on puisse mettre des collaborateurs dits éloignés de l'emploi dans nos centrales nucléaires. Donc, environnement assez passionnant. Ils ont 150 000 recrutements d'ici 2030. Il y a un boulevard devant nous pour des décennies et des décennies. Donc, évidemment, charge à nous d'embarquer effectivement cette capacité d'avoir les ressources dont vont avoir besoin tous ces différents acteurs du nucléaire, sachant qu'il y a 3 grandes familles de métiers dans le nucléaire. Si j'élimine toute la partie ingénieur, qui pourrait être un peu l'image d'Épinal de quelque chose de très technique, mais il y a la famille du BTP, l'industrie qualifiée, les tuyauteurs, les soudeurs, et puis on a la logistique. Donc on a aussi beaucoup de profils, j'ai envie de dire, peu qualifiés qui travaillent dans les centrales nucléaires, et tant mieux pour nous, tant mieux pour nous tous. Et on a un champ aussi pour nos collaborateurs, pour les faire travailler dans cet environnement qui est plutôt sympathique. Nos centrales nucléaires, si vous avez la chance d'en visiter une un jour, la première fois, je peux vous dire que vous vous dites « Waouh, la grand-mère est un peu vieille ». Elle est très bien entretenue, la grand-mère, mais elle est un peu vieille quand même. C'est-à-dire que nos centrales sont très anciennes. Donc, il y en a nombreuses qui ont plus de 40 ans, plus de 40 ans d'âge. Donc, autant vous dire que le béton qui a été coulé il y a 40 ans, il est toujours là. Mais c'est un environnement passionnant et avec des opportunités formidables aussi en termes d'employabilité, de formation pour les gens qui veulent s'y atteler. Merci. Je propose de finir par toi, Pierre, avec une question peut-être qui va intéresser les RH dans la salle. C'est qu'on est tous convaincus globalement qu'il faut investir dans une marque employeur. Pour autant, c'est quelque chose où le retour sur investissement, il n'est pas forcément facile toujours à mesurer. Et c'est comment on peut embarquer sa direction, son PDG, pour les convaincre vraiment de mettre de l'effort, de l'investissement, du budget, du temps. Tu en as parlé du temps tout à l'heure sur ces sujets. Voilà, je pense que c'est un sujet clé, c'est d'arriver à montrer du coup un ROI, un retour sur investissement auprès de sa hiérarchie. Merci de la question. Alors,
J'ai la chance dans le groupe dans lequel je travaille d'avoir justement une direction générale qui est hyper motrice sur ces sujets. Donc pour lancer l'idée et avoir leur aval, ça n'a pas été très, très compliqué. Maintenant, il dirige une entreprise et c'est un investissement important, ces centres de formation qu'on a pu mettre en place. Donc bien sûr, ils ont à cœur de s'assurer que, en premier lieu, que c'est bien utilisé. Et effectivement, derrière, si ça peut être optimisé, c'est-à-dire que si on peut avoir on ne va pas gagner de l'argent, évidemment, hein, c'est un centre de coût, clairement, c'est un centre de formation, mais voilà, si on peut ne pas être trop déficitaire de manière très pratico-pratique d'un point de vue comptable et financier, évidemment, c'est mieux. Mais l'axe premier, c'est de s'assurer que le centre est utilisé. Donc ça, évidemment, on va produire tout un tas de statistiques sur le nombre de promotions qu'on aura pu réaliser, sur le nombre de personnes formées d'un bout à l'autre, le nombre de personnes qu'on aura pu embaucher et ces formations techniques métiers que l'on va faire. Donc ça, c'est un minimum d'informations qu'on va leur faire remonter parce qu'elles vont tout simplement illustrer l'utilisation que vont avoir nos responsables d'activité de cet outil, qui est un outil qui a été créé pour eux avant tout. C'est pas pour s'éclater à faire de la formation, c'est pour les besoins de l'exploitation. Et donc ça, après, c'est aussi quelque chose que notre direction a quand même bien en tête, c'est-à-dire qu'indépendamment du coût que ça peut avoir à un instant T, derrière, ce sont des ressources qui vont intégrer nos activités et qui vont nous permettre de répondre aux besoins de nos clients. Et donc ça, ils savent que là, à ce moment-là, il y aura un retour sur investissement qui sera évident, qui est compliqué à mesurer. On pourrait le faire, hein. Il suffit de voir combien de personnes on intègre, de regarder les heures vendues dans le cadre de nos activités, puis voilà, on peut se faire ce retour-là, mais l'élément clé du coup va être combien de personnes on intègre dans nos formations et combien de personnes on va ensuite intégrer durablement à l'issue de ces formations. Et donc là, bon, nos statistiques sont plutôt bonnes. On parlait de pourcentage tout à l'heure, mais on est à peu près dans ces mêmes eaux-là. On est à entre 60 et 70% d'intégration dans nos effectifs. Donc pour nous, c'est OK. Et effectivement, il faut pas faire le focus sur les 2-3 personnes qui ne sont pas allées au bout. Ça, c'est un risque qu'il faut accepter de prendre. Il faut plutôt regarder les personnes qui intègrent ensuite les équipes avec succès et qui vont pouvoir participer au développement des activités de l'entreprise. Parce qu'à la base, on est une entreprise industrielle, on est là pour répondre à nos clients, on n'est pas là pour faire de la formation. La formation est un moyen d'aboutir à nos fins, à nos besoins, comme dans le monde de l'intérim. C'est le même principe. Et d'ailleurs, on ne veut pas remplacer les acteurs existants du monde de la formation, l'apprentissage, les lycées, ou tous ces UPSO, ou tous les acteurs qui sont dans ce monde-là. Pour nous, c'est vraiment en complément, parce que du coup, on va avoir une offre vraiment sur mesure qu'on ne trouve pas sur le marché. Donc c'est clairement ça aussi l'élément différenciateur et qui a aussi permis de convaincre quelque part la direction, c'est-à-dire qu'on ne va pas dupliquer quelque chose d'existant, on va essayer de créer quelque chose de différent et de complémentaire. Merci, on arrive à la fin de cette conférence. Merci à vous trois pour votre participation. Je vous propose du coup 10-15 minutes de pause et après on pourra reprendre pour la dernière table ronde. Merci.